subscribe. Hello, amazing superhumans. Today we have a very special story, from finances to coaching. À travers sa quête de sens, Nadia n'a non seulement changé de casquette, mais de parcours, de chemin et de vision des choses. Nadia, bonjour. Bonjour Sheima. Merci de m'accueillir. Oui, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Et donc, comme on dit, the dance floor is yours. Raconte-nous de la finance au coaching, de la finance à l'ikigai. Comment est-ce que ça a commencé? Alors, écoute, moi, ma carrière, elle a commencé il y a un peu plus qu'une vingtaine d'années avec, tout de suite, je me suis jetée dans la finance et le choix de la finance était pas vraiment un choix de cœur. C'était plus un choix de raison, je dirais. Et puis, parce que j'avais de la facilité avec les chiffres, donc ça a été un petit peu ça. Puis c'est le métier de mon père, donc voilà, ça a été un peu ça le déclencheur de ce choix. Ensuite, donc j'ai fait une carrière 100% finance jusqu'au jour où j'étais en entreprise et puis j'ai commencé à me sentir très très mal. Ça a démarré par carrément une dépression. Ok. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me prendre en main et j'ai commencé à avoir d'abord des coachs. Mm-hmm. Un premier exemple de coach qui était très inspirant, une femme justement qui était anciennement directrice financière. Moi, je ne l'étais pas encore. J'étais cadre en finance, mais pas encore directrice financière. Mm-hmm. Et puis, donc, ça a commencé à changer ma façon de voir les choses. Et puis, petit à petit, comme ça me faisait du bien et ça m'a permis de vivre mieux. Oui. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est un métier à explorer. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et je veux juste revenir sur la phase où tu as dit que tu es passée par une dépression. Est-ce que c'était par rapport au travail, c'était un manque de sens, ou bien tu te disais que peut-être ce n'était pas ma vocation? C'est un petit peu les deux. Mm-hmm. C'est un petit peu les deux, mais c'est alors la dépression, elle vient d'un gap important entre ce qu'on est et ce qu'on souhaiterait être. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher qui je souhaitais être pour comprendre pourquoi il y avait un gap. D'accord. Et à ce moment-là, donc j'ai compris que ma mission sur Terre, c'était plus d'aider les gens à se sentir bien, à vivre heureux, à se développer, donc à partager un peu mon savoir, mes connaissances et à prendre des gens et leur transmettre des choses. Ce concept de mon rôle sur Terre, je trouve que c'est juste magnifique parce qu'on est conscient qu'en quelque sorte, on a un rôle à jouer. Et aujourd'hui, Nadia, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu t'es défini? Alors, le rôle que je me suis défini, justement, c'est celui de transmettre à un maximum de personnes des outils pour vivre en étant éveillé. En étant conscient et prendre des décisions et les assumer et savoir que justement notre passage sur Terre n'est pas juste un passage pour passer du bon temps, profiter de ce qu'on a, mais aussi pour construire des choses et que notre vie avait un sens et une mission. Oui, absolument. Et donc là, on va revenir vers le passage de l'entreprise à cette découverte. Comment est-ce que tu as préparé, comment le passage a été fait? Parce que j'imagine que c'est comme une rupture après 20 ans en finance, et donc il y a de la peur, il y a de la confusion, il y a un jugement. Donc comment est-ce que cette transition a été faite?
Alors, la transition s'est faite vraiment sur une longue période. La transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. L'amour du métier a commencé et puis donc j'ai commencé d'abord par faire des études de coaching, d'aller me faire certifier, de savoir ce que c'était. Et pour moi, il y avait d'abord, je voulais me prouver que j'étais capable de le faire. Donc, j'avais besoin de me confronter à des professionnels et de voir si ça pouvait vraiment devenir un métier. C'était pas juste l'envie de d'écouter des gens parler et de partager, chose que je faisais déjà autour de moi avec mes amis, mes collègues. Donc, ça a commencé par ça. Et une fois que j'ai fait mes études, eh bien, ça n'a fait que me conforter dans mon choix. Et puis, alors, j'étais tiraillée entre ce que je vivais en entreprise où j'étais capable de développer des gens, de faire grandir des gens. Donc, j'étais déjà en train de vivre quelque part ma mission. Oui. Et l'envie de le faire à une échelle plus grande. Avec l'insécurité quelque part financière qui s'en suivait, parce que voilà, d'un poste de directeur à nouvel entrepreneur qui démarre, ce n'est pas du tout la même stabilité et la même visibilité qu'on va avoir. Donc ça s'est préparé sur 3 ans environ pour que la séparation se fasse de la manière la plus smooth possible. Mais une séparation, c'est toujours une séparation. Donc, il y a bien eu une période de deuil à observer de mon côté, parce que j'ai passé quand même, sur les 20 ans, sur les 22 ans, j'ai passé 18 ans dans une même entreprise. Okay. Et donc, voilà, la séparation n'a pas été simple. Absolument pas. Et je veux vraiment qu'on développe ce point parce que 18 ans dans une même boîte, ça fait presque partie de la famille. C'est-à-dire, on s'identifie à elle, on a à peu près... Et donc, faire le pas de dire, OK, là, je dois chercher plus. Je n'ai pas la stimulation qu'il me faut, je dois chercher ailleurs. Ce process-là, il est très, très, très difficile parce que là, on m'en parle et moi, j'ai la chair de poule. J'ai à peu près vécu la même chose. Et ce mental, ce mental state, comment est-ce qu'on peut le changer? Comment est-ce que Nadia s'est dit, écoute, c'est bon, tu vas couper le cordon avec l'entreprise et on va passer à autre chose et c'est bon. Alors, ça nécessite une réflexion très profonde et puis ça nécessite aussi l'acceptation de ce que vivre de sa passion va me coûter. Alors, le choix de vivre de ma passion, il était fait et clair. Au moment où il a fallu passer à l'action, ça a été plus difficile. Parce que il y a beaucoup d'avantages à être en entreprise. Il y avait une équipe autour de moi que je connaissais depuis des années qui sont devenues vraiment ma famille. Donc j'étais j'appréhendais cette séparation et j'étais tout le temps en train de voir les freins plus grands que ce qu'ils n'étaient réellement. Oui. Donc je me suis laissé le temps. Alors moi c'est quelque chose que j'ai appris. Je me suis laissé le temps de me rendre compte à quel point j'étais chanceuse d'avoir ce que j'avais, mais à quel point je pourrais être encore plus chanceuse de partager ma passion avec d'autres personnes et d'avoir de l'influence sur un plus grand nombre de personnes. Donc là, à ce moment-là, c'est une décision consciente. Donc on s'assoit et on réfléchit, on analyse, on met les pour et les contre de chacune des situations. Et puis, on prend une décision de manière consciente. C'est ce que je disais au début. Je sais ce que ça va me coûter. Ça va pas être facile. Maintenant, c'est pas la fin. C'est la fin de mon rôle de directrice. C'est la fin d'un contrat professionnel. Mais c'est pas la fin des relations qui se sont créées. Donc, les gens avec qui je m'entendais beaucoup aujourd'hui font toujours partie de mon cercle d'amis. C'est des gens que je vois assez souvent. Voilà, c'est il a fallu un moment me forcer un peu, bien sûr, parce qu'il fallait faire un choix, mais derrière, prendre le bon de la page d'avant et le ramener avec moi dans la page d'après. Mais il a bien fallu tourner la page un moment. Oui, clairement. Et par rapport au jugement, parce que là, quand on parle de directrice financière,
que même, et on va dire aux gens, je vais passer, surtout que le concept n'est toujours pas clair pour les gens, dire je vais passer au coaching, je vais passer au développement personnel. Il y a bien du jugement derrière. Alors, c'est sûr, il y a du jugement, il y a des commentaires pas très, très positifs, je dirais, pas très encourageants. Maintenant, j'ai appris, et heureusement, que quand on veut réaliser quelque chose, si on en est convaincu, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des gens autour de nous. Et la deuxième chose, qu'on n'a pas besoin forcément d'en parler à un maximum de monde. Oui. Je disais hier en formation en disant, si votre environnement est propice à votre changement, n'hésitez pas à partager parce que les gens vont vous apporter des choses. Mais si ce n'est pas le cas, évitez de partager. Alors, les personnes proches qui n'étaient pas forcément favorables m'ont dit, est-ce qu'on laisse tomber un poste comme ça? Les gens se battent pour avoir ce genre de choses. Tu le laisses tomber du jour au lendemain pour passer à autre chose et on ne sait pas, c'est un avenir incertain. Est-ce que tu vas avoir des clients ou autre? Mais c'est complètement insensé comme décision. J'ai fait comme si je n'entendais rien du tout parce que je savais pourquoi j'avais fait ce choix. J'étais convaincue. Alors, le jugement n'est pas évident. Il est là, c'est sûr. Maintenant, heureusement que j'ai appris à dépasser ça. Et je pense que le jugement, c'est la partie, on va dire, c'est la cerise sur le petit gâteau. C'est que quand on a tout fini, c'est la dernière étape qui va clôturer le chapitre. Quand on arrive à le gérer. Alors oui, en fait, il y a on peut le voir comme étant une espèce de revanche quelque part sur toutes les personnes qui ont jugé ou les personnes qui ont pensé que ça n'allait pas marcher. Mais alors personnellement, je le prends pas du tout comme ça. Aujourd'hui, je donne plus du tout de poids à ce jugement. Chacun a le droit d'avoir son avis. Chacun a le droit d'avoir ses inquiétudes et ses peurs parce que parfois les gens projettent sur nous justement leurs inquiétudes et des fois leur incapacité à changer. Et donc ils se disent pourquoi est-ce que cette personne va y arriver et pas moi? Alors on va empêcher l'autre de changer pour pas que ça nous rappelle qu'aujourd'hui on ne fait pas l'effort qu'il faut pour changer. Donc maintenant le jugement, je l'entends et puis juste après je passe la gomme pour effacer, comme si je n'avais rien entendu. Très belle métaphore, très très belle métaphore. Nadia, on va dire le changer de cap. Est-ce que ça demande une organisation, ça demande une préparation comme si on préparait pour un business plan? Parce que là, sûrement, on aura des gens qui vont écouter cet épisode et qui se posent les mêmes questions et qui se préparent à faire la même transition. Alors oui, c'est une préparation qui prend du temps et qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est une décision d'une vie et ce n'est pas souvent, en tout cas dans mon cas, ça a été une décision de famille. Donc déjà, il fallait première chose, il faut être sûr de son choix. Oui. Cette décision est réfléchie, étudiée et elle est consciente. Je sais ce que ça va coûter à tout le monde. Oui. Ça va demander comme effort. Donc, la première chose, c'est de savoir où je vais. On a défini le cap. Enfin, j'ai défini mon cap et ensuite, je l'ai partagé avec les membres de ma famille pour dire qu'il va y avoir un impact sur eux également. Mais une fois que l'impact est préparé, que tout le monde est bien d'accord pour faire un effort et aussi consentir à subir les conséquences de ce choix, à ce moment-là, il faut se préparer. Et très clairement, la première chose à faire, c'est que c'est connu, on se lance en tant qu'entrepreneur, eh bien, on a 0 revenu garanti. Oui. Tout est risqué, donc il faut pouvoir se dire, et là c'est la casquette financière qui parle, de combien d'argent j'ai besoin pour tenir pendant 1 an, voire 2 ans sans revenu, ou alors avec un revenu limité. Oui. Et on va faire différents scénarios. Si je suis à 0 revenu pendant 1 an, si je suis à 0 revenu pendant 2 ans, si je suis à un montant X sur la première année, un montant Y sur la deuxième année, pour se préparer aux différents scénarios. Et donc, tout ceci, moi, la reconversion en elle-même a pris à peu près, on va dire, entre 2 et 3 ans de préparation avant de pouvoir
concrétiser tout ça et quitter l'entreprise pour démarrer. Oui. Oui. Alors, Nadia, on va revenir vers l'ikigai. Yes. C'est ma toute dernière casquette, celle-ci. C'est ma toute dernière casquette. On va et l'ikigai, je trouve que c'est un concept génial et j'ai eu la chance de prendre part à l'un de tes workshops. Et donc aujourd'hui, c'est quoi l'ikigai? Comment est-ce qu'on peut trouver son ikigai? Je sais que on peut en parler pendant des jours, mais je veux juste que tu nous donnes une vision. S'il y a une personne qui va écouter cet épisode, elle va sortir avec une idée claire de ce que c'est. Alors, l'ikigai, la première chose, c'est l'équivalent de ma raison d'être, ma raison de vivre, ou comme le disent comme ça se dit dans le village où ce concept a été créé, c'est ma raison de me lever le matin. Oui. C'est une raison qui me motive suffisamment pour me donner envie de me lever chaque matin. Et donc le concept a été observé d'abord au Japon et ensuite développé et maintenant il s'applique à différents domaines. Le concept, il cherche à trouver, enfin c'est pas le concept qui cherche à trouver, mais en tout cas il nous pousse à trouver. Chaque personne qui cherche son ikigai va trouver l'équilibre parfait entre sa passion dans la vie, sa mission, ce dont le monde a besoin, c'est sa mission, ce pourquoi elle peut être payée, donc sa vocation, et puis ses compétences, donc sa profession. Quelque part, on essaye d'avoir un équilibre entre ce qui est interne, donc ce que nous aimons et nos compétences, et ce qui est externe, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi il est prêt à payer. Pour pouvoir vivre de sa passion. Donc, je vais faire un travail qui me plaît, qui me motive, mais derrière, il faut que ce travail puisse me permettre de vivre correctement. Voilà. Bien sûr, très bien. Et donc là, trouver the perfect balance entre ces quatre éléments. C'est sûr qu'il y a derrière une réflexion et aussi être honnête avec soi. Tout à fait, parce que c'est un vrai voyage à l'intérieur de soi. C'est une vraie introspection. Quand on fait l'exercice justement avec honnêteté, ce n'est pas un exercice facile et rapide à faire. Il demande de la réflexion, il demande de l'honnêteté, de la sincérité et de se poser des questions qui parfois peuvent déranger. Parce que justement, comme dans mon cas, je vivais d'un métier qui n'était pas forcément le métier qui me faisait rêver le plus. Donc, se dire parfois à un certain âge, eh bien, j'ai passé peut-être 20 ans à faire quelque chose qui n'était pas ce que j'aimais, c'est pas toujours évident à avouer. Maintenant, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Moi, j'ai vécu 20 ans ou 22 ans à faire de la finance. Je n'ai aucun regret. J'ai adoré chaque moment de ce que j'ai fait. J'ai souffert, oui. Par moments, ça n'a pas été évident, mais ça, c'est le métier qui le veut. Mais par contre, j'ai zéro regret. Si je n'avais pas fait tout ce parcours, je pense que je n'aurais jamais pu être un aussi bon coach que je ne suis aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses dans la première partie de ma vie pour pouvoir la partager sur la deuxième partie. Donc oui, l'ikigai est un moment d'introspection qu'il faut prendre au sérieux et chercher à se reconnecter à soi, à son vrai soi, pas à soi qu'on souhaite montrer aux autres. Donc là, on dit que quelque chose que je maîtrise est quelque chose que j'aime. Mais parfois, le quelque chose que j'aime, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Est-ce que à travers ce que j'aime, je peux travailler, me former pour que ça devienne quelque chose que je maîtrise? Ou bien est-ce que je maîtrise, ça doit être quelque chose d'inné? Non, ce que je maîtrise n'est pas du tout inné. Ce sont des compétences qui peuvent être existantes ou peuvent se développer. Après, il faut savoir que pour développer une compétence, il y a un prix derrière. Ça peut être le prix d'une formation. Il y a des efforts à faire. Il y a, selon ce qu'on veut devenir, est-ce que je veux apprendre à faire de la décoration, je veux apprendre à devenir chirurgien, selon la compétence que je vais vouloir développer,
eh bien, il y a un prix à mettre derrière. Ça va nécessiter un effort qui sera un temps que je vais investir en attendant de pouvoir vivre de mon ikigai. D'accord. Donc, c'est vraiment un cercle parfait, on va dire. Tout à fait. Mais c'est pour ça que à chaque fois, moi, je répète cette notion de conscience. Je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Je fais mon ikigai pour trouver ma mission de vie et pour pouvoir vivre en paix et dans un équilibre parfait. Maintenant, trouver cet équilibre nécessite un investissement en amont. C'est le temps de trouver l'ikigai, c'est le temps de se préparer, de se former et de trouver l'opportunité pour en vivre. Absolument. Et donc, l'ikigai, est-ce que c'est uniquement par rapport à l'aspect professionnel ou bien on peut l'avoir sur les différentes facettes de notre vie? Par exemple, moi, en tant que maman, quelle est ma raison d'être par rapport à la maternité? Ou bien par rapport à mon travail, par rapport à mon couple? Est-ce que c'est appliqué uniquement sur le monde professionnel? Alors, pas du tout. L'application de l'ikigai peut être très, très large. On peut l'appliquer dans une famille. Alors, une famille peut chercher son ikigai, toute la famille. D'accord, ok, je suis curieuse de savoir comment. En fait, chacun... alors déjà, on va chercher ce qu'on aime et ça va être ce qu'aiment les différents membres de la famille. Et dedans, on va trouver le point commun entre toute la famille. D'accord, ok. Ok, c'est comme si notre identité en tant que famille. Exactement. Et donc, notre monde aussi, ça va être la famille. Ok. Ça va être la famille. Ça va être quel monde on cherche à influencer en tant que famille. Est-ce qu'on veut juste construire une famille heureuse et juste à l'intérieur, ou bien on est une famille qui veut avoir une mission même dans le monde, qui veut contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. Ça, c'est juste magnifique. Oui, tout à fait. C'est un bel outil, moi, je trouve personnellement, qui peut avoir qui peut nous faire prendre conscience de grandes, comment dire, peut-être réalisations à faire en tant que personne, déjà en tant qu'individu, sans forcément aller déjà dans la profession et dans le côté professionnel. Et surtout cette idée de mission en tant que famille par rapport au monde externe. Ça, c'est quelque chose auquel on n'y pense jamais. On est toujours concentré sur la famille, comment est-ce qu'on la veut, mais pas notre mission en tant que groupe. Oui, en fait, c'est une des meilleures manières de souder ce groupe. Parce qu'on a une raison d'être commune, on a une mission commune, et donc on est un groupe donc de plus en plus soudé parce qu'on a un projet commun. C'est connu même en entreprise aujourd'hui, pour faire quelque chose à une équipe, on cherche l'intérêt commun, on cherche le but commun. Donc c'est pareil. Dans la famille, si on a un but commun, si on a une mission commune, eh bien, on va tous rester solidaires jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Ça explique pourquoi les Rockefeller et les Rothschild ont survécu. Absolument. Donc aujourd'hui, Nadia, maman. Oui. Donc il y a la aussi de maman. Comment et je pense que ça reste une casquette très très honorable. Comment est-ce que tu navigues, Nadia, maman, au milieu de tous ces changements-là? Alors, je vais me permettre de dire que c'est la casquette la plus honorable parmi celles que je porte. Oui. Et surtout, c'est une phrase que je n'aurais pas dite il y a quelques années. Parce que c'est comme si c'était donné à tout le monde et normal et naturel d'être maman. Eh bien non. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance et cette opportunité. Oui. Mais également, c'est une responsabilité. Donc aujourd'hui, Nadia maman a souvent eu des décisions à prendre pour trouver cet équilibre entre la professionnelle et la maman. Aujourd'hui, les priorités sont différentes, mais surtout, je sais exactement de quoi a besoin ma famille et de quoi ont besoin mes enfants de ma part. Et donc là, ma mission est beaucoup plus claire. Oui. Et je suis fière de dire que je travaille tous les jours pour devenir meilleure dans cette mission. D'accord, donc c'est-à-dire on se définit des missions par rapport à nos enfants
et c'est comme si on a des objectifs des objectifs à atteindre. Exactement. Et chaque jour, En fait, il faut qu'on décide de quelle maman nous voulons être. D'accord. Les enfants. Qu'est-ce que je veux réaliser à travers ce rôle de maman? J'ai cette opportunité. J'ai des personnes qui sont là, qui dépendent de moi, ces enfants. Ils vont tout apprendre à travers moi. Pas tout, mais ils vont beaucoup apprendre à travers moi. Ce qui va leur permettre de faire face à un monde extérieur. Donc, comment je veux préparer ces enfants au monde extérieur? Qu'est-ce que je veux leur laisser après mon départ? Ça se réfléchit, et ensuite, une fois qu'on a défini le cap, donc quelle maman on a envie d'être, eh bien tous les jours, on y travaille petit à petit pour se rapprocher de cette maman qu'on a envie de devenir. Cette vision, oui. Une dernière question. On dit que do what you love and you won't have to work a day. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, est-ce que la passion, quand on pratique sa passion, est-ce que ça ne risque pas de devenir un métier avec cette idée traditionnelle à un certain moment? Est-ce qu'on a le droit de changer d'ikigai? Est-ce qu'on a le droit de changer de passion? Alors, l'ikigai n'est pas du tout figé. Il évolue dans le temps. Parce que nous, en tant que personne, on évolue. Donc, je peux être aujourd'hui faite pour ce métier, mais demain avoir une envie d'aller vers autre chose, parce que ma mission peut changer sur Terre. Oui. Donc, je peux vivre de ma passion, et effectivement, quand on dit qu'on vit de sa passion, on ne ressent pas du tout l'effort de la même manière. Oui. On le fait avec plaisir, et donc on le ressent de manière moins douloureuse, je dirais. Mais je peux un moment sentir que je me lasse d'une passion. Ça veut dire qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui a changé. Mes objectifs ont changé. J'ai une valeur qui a changé. Donc, je peux réaligner mon ikigai dans le temps et me trouver une nouvelle passion et en faire une nouvelle mission et trouver un nouvel ikigai. Donc. J'ai dit que c'était la dernière question, mais j'en ai une autre. Je t'en prie. L'auto-évaluation. Oui. On la place où dans tout ça? Alors, l'auto-évaluation, on peut la faire à tout moment. Maintenant, alors pour moi, c'est le premier point pour entamer un changement. L'auto-évaluation, quand on la fait également avec conscience, donc pour quelle raison est-ce que je fais cette auto-évaluation? L'intention est vraiment quelque chose de très, très important dans tout ce qu'on fait. Donc, si je veux entamer cette auto-évaluation, c'est pour savoir où j'en suis. Oui. Quelle intention je vais en faire? Est-ce que c'est pour rester là où je suis? Est-ce que c'est pour grandir? Est-ce que c'est pour m'améliorer? Est-ce que c'est pour devenir un meilleur employé, pour devenir une meilleure maman, pour devenir un meilleur papa, pour devenir un meilleur médecin? En tout cas, l'intention derrière l'auto-évaluation est importante parce que c'est un élément qui peut enclencher le changement. Ensuite, comme tout processus de changement qui se respecte, à tout moment, on s'arrête pour faire ce bilan et refaire une auto-évaluation pour voir où on en est. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? On est en train d'évoluer? On stagne ou au contraire, on est en train de régresser? Oui, et je pense que c'est là on sait qu'on a atteint une certaine maturité, quand on est capable de bien gérer cette auto-évaluation. Oui, alors c'est un signe de maturité. Plus on avance dans l'âge, plus on avance dans la connaissance de soi, plus cet outil va avoir de la valeur et va nous pousser à nous questionner de manière plus profonde. Maintenant, n'hésitez pas à démarrer à tout moment et à pratiquer, parce que ça s'apprend et ça se travaille. Moi, l'idée, c'était de te dire qu'en fait, le voyage entre l'entreprise et le coaching a été un très, très beau voyage avec des arrêts magnifiques à chaque fois. Le premier arrêt, ça a été au moment où je constatais que ma carrière était vraiment bien lancée, que j'étais en pleine ascension, je dirais. Oui. Et que mes équipes étaient dans une performance, une très bonne performance. Oui. Il y avait quelque chose qui me manquait au fond.
Et quand moi, j'ai travaillé sur moi en tant que personne, j'ai compris que toute personne, comme moi, avait des besoins, des attentes, des envies, des rêves, des inquiétudes, des peurs. Et c'est là où j'ai commencé à voir mon équipe avec un autre œil, celui de la personne déjà, et ensuite du coach, comme étant des gens avec des vies derrière, même si je m'inquiétais déjà de leur vie avant, on posait des questions, mais c'était pas de la même manière. Alors avec beaucoup plus d'authenticité, et j'ai appris qu'on pouvait rester et même être encore plus performant en considérant les gens comme des humains et pas comme des gens qui sont comme une force de travail quelque part. Oui, donc le premier arrêt, c'était de constater qu'on était dans la performance. Le deuxième arrêt, c'était de constater qu'on pouvait être performant tout en étant humain. Oui, et donc, quelque chose qui manque. C'est un concept que j'apprécie énormément, j'en parle beaucoup, je parle d'humaniser la performance. On peut obtenir un maximum des gens tout en les considérant des humains, tout en prenant en compte leurs peurs et leurs inquiétudes, mais aussi leurs rêves et leurs envies d'évoluer et de grandir. Et la dernière étape, ça a été, puisque j'ai pu faire ça avec mes équipes, j'ai envie de faire ça avec beaucoup plus de gens, j'ai envie que les gens travaillent en étant heureux. Et c'est de là que c'est ce qui m'a poussée à aller vers la reconversion, parce qu'à un moment, j'ai trouvé cet équilibre. J'étais bien, je faisais grandir des gens. Oui. Mais après, j'ai eu envie d'avoir un peu plus d'impact et d'élargir le cercle. Et c'est ce qui m'a poussée enfin à quitter l'entreprise et à chercher à faire du bien à un plus grand nombre. Mais tu sais, Nadia, le fait d'humaniser ces équipes, je pense que vraiment c'est ce qui manque à l'entreprise aujourd'hui. Parce qu'on va juste leurs chiffres. Mais on ne voit pas cette personne-là, on ne sait pas que cette personne, je ne sais pas si on peut juste ajouter un petit élément à son bureau, au cadre, ou bien si c'est pas une personne qui est matinale mais elle est plus performante l'après-midi, revoir les horaires de travail, c'est sûr que cette personne va se donner à 100% à l'entreprise et elle sera heureuse. Exactement, de se donner à 100%. Tout à fait. On zappe ça, c'est une partie, vraiment pour moi, c'est une très grande problématique, c'est que cette partie, elle est complètement zappée. Aujourd'hui, à l'entreprise marocaine, c'est rare les boîtes où cet élément-là, il est pris en considération. Je parle de tout, petite, grande, moyenne entreprise. Et se rapprocher des gens, c'est important, mais il faut que ça se fasse avec authenticité. C'est-à-dire, on a l'habitude, tu sais, dans notre société, de dire bonjour le matin à tout le monde, ça va, shkhbarak, la famille, kulchi labas. C'est le discours basique. Mais on le fait sans attendre une vraie réponse. On s'en fout de ce qu'il va raconter finalement. Oui. Mais le fait de le dire en le pensant, de s'arrêter pour dire bonjour et de dire shkhbarak, l'walida labas, etc. En sachant que, par exemple, cette personne, sa maman est malade ou son enfant est malade, tu poses la question sincèrement. Je suis pas obligée de demander tous les jours comment va la famille, mais je sais que aujourd'hui, je vois que la personne elle a pas le sourire, elle est pas bien. Je pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Et des fois, les gens sont tentés de dire non, ça va pas. En fait, telle personne de ma famille a subi une opération et c'est compliqué, c'est très difficile pour moi et tout de gérer. Et ça fait du bien d'être écouté. Oui, vraiment, ça fait du bien et surtout, on ne se sent pas, il n'y a pas un abus derrière. On se dit pas, ils veulent que mes chiffres, mais ils sont intéressés à ma personne. Et là, on voit qu'ils investissent dans les team building et tout, mais des fois, le team building, personne n'a envie d'y aller parce qu'ils savent que ça sera toujours le même discours, ça sera toujours le même résultat at the end. L'objectif, c'est la performance au final. Merci. Il parle que c'est toujours la performance, il n'y a pas l'acte en lui, juste le faire par pur, comment dire, Niyal Hassana, le faire parce que vraiment la personne, elle fait partie de ton équipe et qalbak alayha. Exactement. Alors, la difficulté en entreprise, c'est trouver cet équilibre entre qalbi et la nas, où je suis payée pour faire un job. Donc, il faut que ce soit le bon équilibre, encore une fois. Et pour moi, c'est le mot-clé dans la vie, c'est chercher l'équilibre. Je suis là, je suis manager, je suis payée pour faire quelque chose. Mais dans mon rôle, moi, je veux être un manager humain.
Oui. Donc, on va faire la performance, mais je vais m'occuper de mes équipes, je vais prendre soin d'elles, je vais poser des questions et je vais m'assurer sincèrement qu'elles vont bien et elles ont tous les moyens pour pouvoir avancer. Il faut pas l'oublier, je suis pas là pour être le bon Samaritain, entre guillemets, je suis pas là pour باش ندير فيهم الخير, mais غندير فيهم الخير وغادي ensemble نحللوا داك الرزق اللي كناخذوه. On est payé pour quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je pense que là, c'est la partie de l'épisode qu'il faudra partager le plus parce que ça va vraiment tout changer. Et je pense que c'est pour cela qu'on a, je parle de ma génération, il y a cette vague de personnes qui partent beaucoup plus vers tout ce qui est freelance, vers tout ce qui est télétravail, parce qu'en entreprise, ça étouffe des fois. Ça étouffe parce que c'est très robotique. C'est très robotique, mais on vient d'une génération, alors la génération d'avant qui était beaucoup dans le contrôle et le fait de pouvoir laisser les gens travailler à leur aise, à leur rythme, on a l'impression de ne plus maîtriser. Et là, on est dans une phase un petit peu de transition entre l'entreprise où il fallait arriver le matin à 8 heures pour finir à 18 heures et l'entreprise où tu peux commencer à 5 heures du matin, à 10 heures être dehors en train de faire ton sport ou te reposer ou autre, et ensuite à midi être en plein call. Voilà. Donc, cette flexibilité aujourd'hui demande aux anciens de lâcher un peu. Et c'est pas toujours évident de lâcher des habitudes qu'on a pratiquées pendant de longues années. Donc il faut un peu de patience de la part des plus jeunes et un peu de confiance de la part des plus âgés. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Nadia, merci encore une fois. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et la solitude de l'entrepreneur, c'est un point très important. Parce que tu te sens comme un extraterrestre des fois. Oui, c'est vrai. Hein. Et surtout, qui va valider tes process? Si tu vois ce que je veux dire. Tu parles à ChatGPT plus que tu parles aux gens qui t'entourent. Tout à fait. Bon, en fait, je parle à ChatGPT en me disant, il n'est pas encore vraiment performant, donc attention à ce qu'il va me raconter. Je parle en n'étant pas forcément, je ne peux pas le mettre dans la position du boss, ni dans la position du collègue où je suis sûre qu'il va me ramener de l'information. Nadia, un dernier conseil pratique, technique, que notre petite communauté pourra faire à partir d'aujourd'hui. Petit conseil pratique. Alors, je vais revenir sur un mot que je viens de dire il n'y a pas très longtemps, c'est l'intention. L'intention est très, très importante pour nous. Toute notre vie tourne autour de l'intention que l'on met dans les choses. Cette intention, plus elle est positive et plus elle va nous motiver et plus elle va nous aider à nous rapprocher des autres. Donc, pour quelle raison je vais vers les gens? Pour quelle raison je me réveille le matin? Pour quelle intention je vais partir au travail ce matin? Si vous connaissez votre intention et que vous faites un effort pour l'améliorer au quotidien, eh bien, c'est un vrai moteur et une vraie motivation pour être meilleur chaque jour. Voilà. Je voulais faire un mot très court, mais bon, c'était pas le cas. Retenez intention, s'il vous plaît. Intention à l'origine de chaque chose. Ok, attention à l'origine de chaque chose. Coach Nadia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette conversation honnête, on va dire, nous avoir permis d'avoir une idée sur votre parcours, sur cette transition qui quand même fait peur, mais qui a eu un happy ending. Merci beaucoup Nadia et je te dis à très bientôt. Merci Sheima, à très bientôt. À très bientôt. Like and subscribe.